Aujourd'hui, nous retrouvons la voix militante de Noé Petit. Est-ce qu'il y a un personnage que tu retiens plus dans l'histoire ? Je déteste cette question parce que à chaque fois que j'ai eu quelqu'un un petit peu comme modèle, la personne, j'ai appris des choses qui m'ont déçu. Et j'ai l'impression que personne n'a été parfait. En même temps, quand on vit un siècle, est-ce que sur tout ce qu'on a dit pendant un siècle, il n'y a pas une fois où on s'est trompé de chemin ? Si tu regardes Victor Hugo, au début, il était royaliste. Et à la fin, il a fini républicain. Donc, en fait, est-ce que je peux dire Victor Hugo alors qu'au début, il était royaliste ? Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Moi, j'avais dit Gandhi. Et puis, en fait, on a découvert que Gandhi, il avait tenu des propos racistes. J'aime bien Che Guevara. Alors Après, que pourtant, c'est un mec qui a buté des centaines de personnes. Et est-ce que, pourtant, en tant que pacifiste, je peux dire que la lutte armée, c'est une bonne chose ? Peut-être sur un de ces personnages, tu peux préciser pourquoi, justement, il est important pour toi. C'est franchement, non, mais je te dis, c'est compliqué parce que. Par exemple, si on prend Victor Hugo, Ouais. Est-ce qu'il y a une partie de sa vie ou un événement particulier que tu pourrais retenir ? Bah. Comment il a fait chier le Second Empire, Victor Hugo. Ça, c'est une période qui est agréable de Victor Hugo. Les combats qu'il a menés à ce moment-là, ça, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ce qu'il a fait. Et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Jaurès. J'ai beaucoup d'admiration, mais c'est pour plein de gens. Et en fait, si tu regardes, il y a un point ou quelques points où ils t'ont déçu. Je peux dire, j'admire Mitterrand. Pourtant, je pense que ça a été une enflure sur plein de sujets. Sur la façon dont il a mené l'État et certaines attitudes qui, aujourd'hui, si j'apprenais ça de Macron, je serais dans la rue à hurler que c'est inacceptable, les écoutes, le génocide au Rwanda, etc. Pourtant, j'ai beaucoup d'admiration pour Mitterrand. Donc c'est compliqué parce que j'ai aucune personne que j'admire sans aucune critique. Après, là, la question, c'est vraiment pas admirer, tu vois, c'est juste un personnage qui t'a marqué, qui t'a influencé. Mais après, quelqu'un qui m'a vraiment influencé, c'est complètement con parce qu'à l'inverse, c'est quelqu'un qui... Bah, non mais là, c'est un peu con ce que je vais dire, mais parce que c'est pas du tout des grandes personnes historiques comme j'ai pu citer. Mais tu vois, quand je parlais des débats en 2012 avec Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon, bah, je pense que Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon, à ce moment-là, c'est des gens que j'ai beaucoup écouté et qui ont clairement influencé ma façon mes convictions politiques. Et je les retiens parce que, si tu veux, mais c'est comme on retient tous les présidents de quand on était gamin. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont une petite nostalgie pour Chirac, ou des gens qui ont une petite nostalgie pour Mitterrand, alors qu'ils n'ont pas forcément, c'est pas forcément leur bord politique, tu vois. Mais c'est parce que c'est des événements historiques, des discours qu'on marqué, etc. Et tu vois, moi j'ai peut-être une petite admiration pour cette période-là, ces gens-là, à ce moment-là, donc Eva Joly, Mélenchon, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, et c'est des trucs d'enfant qui te marquent. Donc c'est aussi ça qui t'a construit et qui fait que t'en es là aujourd'hui. C'est ça. Tu vois, par exemple, Hollande, c'est un type que j'aime pas, Hollande. Pourtant, j'ai une toute petite admiration parce que c'est pour moi la première fois que j'étais trop content un soir d'élection. Moi, je me rappellerai toute ma vie de la victoire de Hollande. Je me rappellerai toute ma vie. Pourtant, j'ai été déçu par 80% de ce qu'il a fait après. Oh, je suis méchant, allez, 60% de ce qu'il a fait après. Mais tu peux pas oublier ce moment d'enfance, de joie, tu vois. Pourtant, voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, etc., qui est vachement important pour moi, mais c'est qu'ils ont été là à un moment où toute ma pensée politique s'est formée, assez jeune du coup. Bon, évidemment, à 10 ans, j'étais pas en train de faire de la philosophie politique et à savoir exactement ce que je pensais sur tous les sujets. D'ailleurs, c'est toujours pas le cas, et je pense que ce sera jamais le cas parce qu'on sait jamais exactement ce qu'on pense sur tout, c'est pas possible. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça c'est des trucs intéressants, tiens. Parce que, pourquoi je me suis intéressé à la politique ? Parce que je voyais autour de moi plein de choses. J'ai grandi dans les quartiers populaires, tu vois. Et donc moi, en bas de mon HLM, t'avais des SDF. Quand j'allais à la boulangerie, il y avait une ligne de 3-4 personnes qui faisaient la manche. Dans mon école, il y avait une diversité énorme. J'étais avec plein de personnes issues de l'immigration, etc. Et donc il y avait des questions... Alors, pas à ce moment-là, il n'y avait pas de question de racisme, puisque justement je baignais dans un milieu qui était très divers. Mais ensuite, quand je suis allé dans d'autres écoles, collèges,
beaucoup plus, avec beaucoup moins de personnes issues de l'immigration, là j'ai commencé à découvrir le racisme. J'ai commencé à découvrir l'homophobie, parce que quand j'étais jeune, toujours le cas, j'étais pas mal efféminé, et donc beaucoup d'homophobie. J'ai découvert tous ces sujets-là. Tu vois, j'ai grandi dans un quartier populaire, mais j'allais tous les week-ends et à chaque vacances à la campagne chez mes grands-parents. Et je voyais chaque année, mais putain, mais il y a plus d'alouettes dans le jardin. Il y a plus de renards qui traversent la route la nuit. Il y a plus de hérissons dans le jardin. Et là, en fait, tu réalises, en grandissant, grâce à ces personnes qui te parlent de politique, que tout ça s'explique par des faits politiques. Que le racisme, ça s'explique par un système politique. Que l'état écologique, la disparition du vivant, le réchauffement climatique, c'est à cause d'un système, et que les réponses, elles sont politiques. Et donc, ouais, tu vois, les gens qui m'ont marqué, c'est les gens qui étaient là dans la sphère politique au moment de ma prise de conscience. Donc, les Eva Joly, Mélenchon et compagnie. On peut faire la même chose avec un événement. Est-ce qu'il y a un événement dans l'histoire que tu retiens particulièrement autre que cette élection de 2012 ? L'élection de 81, du coup, je vais dire. J'étais pas là du tout. Hein. Mais je pense que pareil, c'est un moment qui a été extrêmement marquant pour une génération. Et même si, évidemment, on a été un peu... quand on regarde maintenant la conclusion de la séquence Mitterrand, on est déçu par plein de choses. Même on est scandalisé par certaines affaires d'État. Mais globalement, je pense que ça a soulevé un tel espoir que moi, je rêve de permettre... Quand je dis permettre, c'est parce que je mène une lutte militante, politique. Et j'espère qu'en 2027, ma génération, elle connaîtra un 10 mai 80. Franchement, je l'espère, parce que ça soulève un tel espoir. Et je pense que c'est vraiment marqueur. Parce qu'il y a quand même eu des avancées. Enfin, je veux dire, là, tout à l'heure, je crache sur la gueule des présidents PS. Mais il y a quand même eu plein d'avancées magiques, hein, franchement. Hein. Quand tu regardes toutes les avancées qu'il y a eu sur la première partie du premier mandat de Mitterrand, avant qu'il y ait la cohabitation avec Chirac, il y a eu plein d'avancées à ce moment-là, tu vois. Et il y a eu des acquis qui ont été permis. Et sous Hollande, c'est pareil. Et quand on regarde aujourd'hui comment Macron détient le pouvoir avec une telle autorité et une telle condescendance, que même si les politiques sociales portées par Hollande ont été décevantes parce qu'elles n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on pensait d'un président de gauche, d'un gouvernement de gauche, c'est quand même pas pareil. Et donc, malgré, parce que je m'en mêle là dans ce que je dis, mais malgré qu'on puisse être déçu des politiques qui ont eu lieu ensuite, je pense que le 10 mai 80, c'est un événement historique, fondamental pour une génération. Donc je pense que c'est un événement que je pourrais... une réponse que je pourrais apporter à ta question. Donc tu nous as parlé un peu de ton parcours, ton association, comment tu militais, comment tu en es arrivé à être dans la NUPES, etc. Et finalement, est-ce qu'il y a des conseils, au moins 2 conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, si eux aussi ils ont envie de prendre part à ces combats, cette lutte, et d'avoir cette cohérence aussi politique entre ce qu'on fait, ce qu'on vit et nos idées en fait. Allez-y. Enfin franchement, allez-y au culot. Hein. Moi j'étais toujours allé au culot. Pour créer à Balbesson, c'était au culot. Me lancer dans les luttes locales, qu'elles soient écolo, sociales, politiques, au sens électoraliste du coup. C'était du culot aussi. Hein. Je me suis dit vas-y, allez-y franchement, allez-y et n'hésitez pas. Parce que moi au début, je pense pas que je m'exprimais très bien. Moi, je pense que j'ai toujours des défauts d'élocution, etc. Mais je veux dire, je suis à l'aise à l'oral. Il y a plein de gens, c'est leur premier red flag d'entrée de jeu, quoi. C'est de dire ah ouais mais non mais je suis pas à l'aise pour m'exprimer et tout. Mais vas-y, c'est l'expérience qui fait qu'après qu'on est bon pour s'exprimer, etc. Donc allez-y, n'ayez pas peur de ce qui vous freine. Il y a aussi des gens qui sont pas là à faire des discours, mais qui agissent d'autres manières. Ouais, mais après c'est pas forcément quand je dis à l'aise à l'oral, c'est pas pour parler sur un micro ou quoi, c'est pour tu vois, si t'es dans une réunion. Des fois, tu as des gens une réunion, il y a 5 personnes qui sont en train de discuter du tract qu'ils vont écrire, et des personnes qui sont gênées parce qu'elles sont timides, etc. Mais allez-y, franchement, allez-y. Vous avez forcément des qualités, vous avez forcément des compétences que vous pouvez mettre au service des luttes. Vous savez faire de la musique, très bien, parce que sur les manifs, on a besoin de gens pour jouer de la musique, c'est très cool. Vous savez faire du graphisme, c'est super, parce que je pense que tous les militants qui font des tracts cherchent des graphistes. Vous avez besoin de tout. Franchement, personne ne peut dire « Ah non, mais moi, je ne servirai à rien dans une lutte ». Tout le monde a des compétences, tout le monde a des qualités. Donc, mettez-les au service de causes qui sont justes et qui feront avancer les choses. Et surtout, si vous permettez à petit de faire avancer les idées que vous portez,
mais là vous serez épanoui dans votre vie parce que vous verrez que vous pouvez porter le changement à votre échelle. Il y a une dernière question, après on pourra faire des questions annexes si vous avez le temps ou vous voulez prendre le temps. Est-ce que tu peux conseiller un film et un livre aux personnes qui nous écoutent ? Alors, il y a pas longtemps, on m'a posé cette question, je sais plus où. Et jusqu'à présent, moi, je regarde pas trop de films. Je suis pas très film. Et les films que je regarde, c'est plutôt, je suis pas très, toi, tous les grands films là, je les ai vus une fois, tu vois, à la limite. Mais je suis pas, genre, j'ai pas de saga préférée, tu vois. Mais j'ai réalisé qu'il y avait un film qui avait profondément changé ma façon de militer. C'était passé d'un truc de ouais, je vais faire à gauche à droite des petits trucs à c'est l'objectif de ma vie, c'est militer. C'est le film Donne-moi des ailes. C'est l'histoire d'une histoire vraie, hein, d'un gamin qui sauve une espèce d'oie qui était en voie d'extinction en créant une machine qui vole pour aider les oies à migrer. Et du coup, il a sauvé l'espèce. Et c'est une histoire qui est vraie. Ça part d'une histoire vraie. Bon, évidemment, c'est un film, donc c'est romancé, c'est machin et tout. Mais cette histoire-là, d'un gamin qui avait le même âge que moi au moment où je regardais le film, qui réussissait à sauver une espèce parce qu'il s'est dit mais j'y vais au culot, je désobéis à tout le monde, j'y vais avec un franc-parler, une manière de faire qui est directe, et bim, je sauve l'espèce. Et bah j'ai chialé pendant tout le film. En plus c'était un moment, mais c'est très con parce que c'était un alignement des planètes, j'avais le même âge que le gamin, c'était un moment où je venais d'avoir des oies chez moi, et là je vois un mec qui a le même âge que moi qui sauve une espèce d'oie, ça m'a trop ému, et sa façon de mener le truc, comme je te dis, au culot, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, on fait pareil, j'y vais au culot, et je fais tout ce que je peux pour, après... pas sauver une espèce d'oie parce que moi mes oies communes dans mon jardin elles sont pas en voie d'extinction, mais si tu regardes typiquement, tiens, moi j'ai une oie cendrée qui est domestique, qui est commune, mais les oies cendrées sauvages, je suis sûr que vous n'en avez jamais vu, peut-être pas. Et bah si tu tapes oie cendrée sur Google, sur Instagram, tout ce que tu vas voir c'est des oies cendrées qui sont postées par des chasseurs et qui sont crevées, et c'est une espèce qui continue d'être chassée alors qu'on n'en voit quasiment plus. Ça me brise le cœur. Et donc, bon, ça c'était une petite aparté pour faire un petit point sur les oies cendrées, cœur sur elles. Et du coup, pour la partie livre ? Pour la partie livre, je bookine quasiment que des livres de philosophie et de politique. Donc ça, pour le coup, je pourrais avoir plein d'exemples. Mais après, objectivement, des livres qui m'ont vraiment profondément marqué et tout, j'en ai pas énormément. Si, il y a Changeons de voix d'Edgar Morin, qui est un bouquin qu'il a sorti juste après la crise Covid, là. Il en a sorti plusieurs d'ailleurs que j'ai quasiment tous lus, mais celui-là je sais pas pourquoi, je sais même plus te dire pourquoi. Si, parce que je me souviens un peu de ce qu'il a dit dedans, mais il m'a trop marqué. Franchement, il m'a énormément marqué parce que je trouvais ça tellement pertinent ce qu'il disait. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Je me dis mais j'ai jamais été autant d'accord avec quelqu'un qui... c'est fou quoi. Il a raison alors que le mec il a un siècle de plus que moi. J'abuse, mais c'est pas si parce qu'il avait 100 ans, tu vois. Bon, après il avait pas 119 ans, mais donc et je me suis dit mais c'est fou avec l'expérience qu'il a. Le mec, c'est une bibliothèque à lui tout seul, et il te sort, bim, un résultat. Et j'étais grave d'accord avec ce qu'il disait, quoi. Et c'était tellement pertinent par rapport à le fait qu'il a fallu qu'on attende une pandémie mondiale pour enfin repenser nos systèmes de solidarité, qu'on a enfin repensé l'écologie, parce qu'on s'est rendu compte que quand on arrêtait l'activité pendant un mois, nos émissions de gaz à effet de serre aient chuté d'un seul coup, que la nature revenait en ville quand il y avait moins de voitures, etc., etc. Et il a fallu une pandémie mondiale où il y a eu plusieurs millions de morts pour s'en rendre compte. Alors que ça, c'est des scientifiques qui le disent depuis 50 ans. Et que malheureusement, tant que la catastrophe n'est pas sous notre nez, on n'agit pas. Et ça, il le dit un peu dans le bouquin. Après, la conclusion que j'en fais, je suis pas sûr qu'il ait dit ça, donc je vais pas lui donner des propos qu'il a pas dit, mais conclusion, je me suis dit, putain, mais en fait, tant que la montée des eaux ne serait pas dans le jardin des gens, les gens bougeront pas leur cul. Et ça m'inquiète profondément. Et du coup, je me suis dit, il faut faire tout ce qui est possible pour que les gens se rendent compte des choses avant que ce soit trop tard. Et il nous reste 7 ans pour le faire. Voilà. C'est pas la touche positive de la fin, là. D'accord. Bah, merci à toi, Noé. Et puis merci aux gens qui nous ont écoutés. On se retrouvera au prochain podcast. Ce podcast a été réalisé par Alexandra Puré et Claudio Serellini. Merci pour votre écoute et à bientôt.